T'es d'humeur à manger quoi ce soir? Je sais pas, un truc pas trop compliqué en tout cas, genre des petites assiettes qu'on peut partager. Un bar à tapas? Oh mais non, les tapas c'est tellement 2010. Un resto alors? J'en connais un qui vient justement d'ouvrir et qui propose un menu. Mais non, enfin, tu vois, le genre de petite adresse décontractée avec des tables en bois à peine traitées où tu peux siroter du vin nature accoudé au bar tout en trempant ton morceau de pain au levain dans une huile d'olive pressée à froid. Ah ouais, tu vas aller dans un bar à manger quoi. Un quoi? Un bar à manger. Les bars à tapas ou les bars à vin, ça fait déjà quelques années qu'on connaît. Mais ces derniers temps, les rues de notre petit pays ont vu naître un tas de nouveaux concepts de restaurants qui aiment bien jouer sur les mots et sur les codes. En théorie, ça marche comme ça. Tu prends l'expression bar à et puis tu y colles le type de bouffe que tu veux. En pratique, ça fait qu'on trouve un bar à céréales à Anvers, un bar à cupcake à Namur, un bar à frites à Bruxelles. Attends. Mais un bar à frites, ce serait pas une friterie? Je crois bien, ouais. Aujourd'hui, quelques tables, des plantes et ta boulangerie est un bar à pain où viennent s'agglutiner plein de petits foodies curieux. Il y en a qui appellent ça le marketing. Moi, je dirais plutôt le point Godwin. Bref, viens, on va faire un tour de ces bars à bar, histoire de comprendre comment et pourquoi nos brasseries et nos restos se sont spécialisés, parfois jusqu'à l'absurde, et l'impact que ça a sur le business. Vous écoutez Salade Tout, le podcast qui cuisine le monde de la bouffe et notre société. Art de la table, secret des fourneaux, sociologie des bistrots, on vous propose de décortiquer ce qui se trouve dans votre assiette et tout autour. Je suis Axel Mine. Et je suis Elisabeth de Bourse. Oubliez tout ce qu'on vous a dit, parler la bouche pleine est une excellente habitude. Ah, là. Bar à bolo. Attends, une table à ramen. Puis là, ouais, un bar à sushi et fatalement la cantine à boulettes. C'est clair, on est bien dans le centre-ville. D'ailleurs, un état des lieux de la restauration bruxelloise mené par Horeca Bipro et publié en 2018 montre qu'un tiers des établissements interrogés pensent tenir un concept de restauration unique en son genre. Ce qui fait que les tables uniques en leur genre, elles pullulent de plus en plus. Et ce qui est traître, c'est qu'ils ont beau pousser comme des champignons ces restos, sur le moment, on se rend pas vraiment compte qu'ils sont là. Ils s'installent un peu partout et puis tout à coup, on réalise que ça devient compliqué en fait de manger autre part que dans un bar à. Pourtant, au moment où tu percutes que ta boulangerie quartier a changé son enseigne pour se rebaptiser bar à baguette, on est déjà loin. Tu l'as peut-être pas remarqué, mais ces nouvelles appellations et ces concepts, parfois pas si nouveaux dans les faits, traînent dans les pages des magazines depuis un bail. C'est Peyo Lissarag, le rédacteur en chef du magazine belge Footprint et journaliste pour la revue gastronomique d'Omnivore à Paris, qui a lâché le morceau. Alors on lui a demandé de se confesser et de nous donner quelques explications à l'heure où ces baras sont une si grosse partie du paysage horeca de notre pays. Et sans surprise, c'est pas vraiment de chez nous que ça vient. Je dirais que c'est l'équivalent, c'est contemporain de la jeune cuisine, du développement de la scène de Londres et de New York. Ça fait 10-15 ans. Les nouveaux concepts, ils viennent d'abord de gens comme nous. C'est-à-dire que c'est les journalistes, ce sont les critiques qui ont besoin de catégoriser, de placer les choses dans certains endroits. Et je crois que là encore, à mon avis, ça commence avec cette idée du bar à manger. Il y a certains guides qui veulent se décaler, qui ont envie de montrer que le propos du restaurant a changé. Et donc, l'idée que c'est un bar à manger, ça veut rien dire, évidemment. C'est un concept vide, mais ça se raccroche à plein de wagons. Ça se raccroche à la fois à des éléments culturels, à une façon de manger décontractée entre amis. Et donc, ça se raccroche à l'izakaya japonais, ça se raccroche au troquet, au bouchon lyonnais. Donc, ça tente de décrire une évolution qui est la déconstruction du grand restaurant, la fin de cette idée que c'est le seul modèle culinaire. De l'autre côté, ça fait un pont avec une autre chose qui est arrivée après, qui est le fast-food. Et ça permet à tous ceux qui font du fast-food, donc tous ceux qui ne sont pas forcément légitimes dans la restauration, qui ne sont pas forcément reconnus, qui ne sont pas forcément validés par l'establishment habituel des guides, etc., de s'élever à un autre niveau. C'est-à-dire que je fais plus des sandwichs du coin, je fais un bar à sandwich. Accoler bar à mon concept, c'est me légitimer ou c'est me sortir d'un système qui m'étouffe et qui essuie de la grande restauration. Ah, je comprends mieux pourquoi j'ai pas tout de suite fait le lien. C'est parce que sous une sorte de même appellation populaire, celle du bar, il y a en fait deux types de concepts.
Une sorte d'inception culinaire où d'un côté il y a les chefs qui veulent s'affranchir des codes et de l'autre des entrepreneurs / foodies qui veulent développer un concept jamais vu auparavant. En gros, ils font la même chose, quoi. Affaire conclue. Tu verras que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai que leurs stratégies sont similaires. Par exemple, beaucoup d'entre eux utilisent le mot bar qui fait référence à un endroit a priori super accessible dont tout le monde connaît les codes. Tu entres, tu commandes, et puis advienne que pourra. Toi, moi, puis ma grand-mère et ce gars-là, on sait tous à quoi ressemble un bar et comment on y procède. On sait qu'on n'est pas obligé de s'asseoir ou de porter une tenue vestimentaire spécifique, qu'on peut y passer seulement quelques minutes, mais aussi y voir défiler la nuit entière. Bref, c'est un endroit décontracté où le service va être plus relax et le type de cuisine aussi. Un peu du style venez comme vous êtes, mais a priori sans les odeurs de frites froides. Ok, mais d'habitude, moi, dans un bar, je mange des sauts de cacahuètes, pas des légumes de saison dans leur jus lacto-fermenté, même s'ils sont présentés dans un bol. Pourtant, qu'importe l'appellation, ici, de plus en plus de chefs célèbres ont délaissé leur table étoilée pour une adresse plus décontractée, façon cave à manger. C'est les Flamands qui ont commencé, mais la tendance est aussi en train de gagner le sud de la Belgique. Il y a beaucoup d'exemples de chefs qui ont décidé de sortir du circuit. En fait, le bar à manger, ça serait des gens qui sont capables de travailler à très très haut niveau, et qui décident de faire un truc où c'est ouvert le soir seulement à l'apéro, mais où ils vont apporter des choses qui sont très importantes, parce que la grande cuisine, c'est pas que la technique. Ils vont apporter leur connaissance des produits, ils vont apporter leurs exigences sur le sourcing, et la plupart du temps, ils vont aussi être capables de travailler sans utiliser tous les adjuvants qui sont utilisés, y compris dans les restaurants un peu bien de niveau moyen. Et si les grands chefs se lancent eux aussi dans des concepts de restauration plus minimalistes, c'est parce que ça fait baisser leur addition et celle du client en même temps. Rappelle-toi tes cours de maths, parce qu'il y a une règle de calcul qui n'a pas changé. Moins plus moins, ça fait toujours plus. Moins de plats à la carte, ça donne dans l'ordre moins de frais d'achat, moins de personnel à engager et moins de frais de gestion. Déjà là, c'est un résultat qui fait plutôt plaisir. Mais en plus, les espaces de restauration sont généralement plus petits, ce qui, primo, permet de payer un loyer moins conséquent, et deuxio, d'augmenter leur rendement puisqu'on n'y traîne pas des heures comme dans un gastro. Et comme on sait que rien ne nous attire plus qu'un resto déjà bondé, c'est QFD. Je vais faire un parallèle avec la musique. Quand Duke Ellington avait son grand orchestre au Count Basie, il y avait besoin de ça. Les cabarets, il y avait besoin de ça, et on avait de quoi payer 25 musiciens sur scène. Le format du quintet de jazz après-guerre, il est né, pour une grande partie, parce que les cafés n'avaient plus les moyens de payer un orchestre de 20 personnes. Aussi parce qu'il commençait à y avoir d'autres moyens de faire de la musique et que donc on n'était plus obligé d'avoir 20 personnes pour faire de la musique dans un cabaret. On pouvait mettre des disques. Donc ça change. Aujourd'hui, quand on est plus qu'un trio de jazz, c'est déjà difficile de survivre économiquement. C'est pareil. C'est-à-dire que quand on avait une brigade de 40 personnes avant la guerre ou après-guerre, c'était comme ça que ça marchait et ça conditionnait une façon de penser le restaurant, la gastronomie, le menu, etc. Aujourd'hui, on peut plus. Il est évident que d'abord, combien de restaurateurs arrivent à travailler avec une brigade de plus de 10 personnes? Ce sont les très grands étoilés. Leurs prix sont indécents, absolument inabordables pour tout le monde. Donc, en plus de ça, on est face à un espace culturel, parce que moi, je pense que la nourriture, c'est culturel, qui est inaccessible. On crée des temples de riches, des cuisiniers fantastiques, hein, mais Hertogian et Bonbon, et même Saint-Monde de Jambes, c'est impayable. Personne ne peut aller là. Moi-même, j'arrive pas à me le payer, et c'est mon boulot. Mais la majorité de ce qui est produit de la culture culinaire, elle doit redescendre en coût, elle doit redescendre en accessibilité, donc elle doit changer son format. Donc je suis tout seul derrière mon bar, je balance les assiettes un peu à la David Chang, et ça marche. Qu'on aime ou pas tous ces nouveaux concepts de resto de chef étoilé, cette réflexion sur le coût, elle était nécessaire parce qu'aujourd'hui, le modèle économique d'un grand restaurant, ça convient décidément qu'à une petite partie des consommateurs. Et qui dit pas de clients, dit à terme plus de restaurants. Pour Atrium, l'agence du commerce bruxellois, ouvrir un resto monoproduit, ça a 2 avantages très clairs. Le premier, il est technique. On se concentre sur un seul savoir-faire en systématisant une partie de la production. L'autre, il est purement marketing. On peut se vanter d'être le spécialiste du pistolet américain. Pour Audrey Thiriard, une attachée de presse qui travaille exclusivement avec des restos et des chefs, la spécialité, ça va forcément de pair avec la qualité. Si tu te concentres sur les boulettes maison, y a tout intérêt à ce qu'elles soient au moins les meilleures de la ville, sinon à quoi bon ?
La personne qui va dans ce resto qui t'offre uniquement des ramen spécialisés ou qui t'offre uniquement des pâtes ou qui t'offre uniquement des croquettes, des wok, il y va parce qu'il se dit ok, trop bien, je vais aller dans ce resto spécialisé monoproduit parce qu'ils sont spécialistes là-dedans et c'est très niche et que du coup je suis relativement sûre d'avoir quelque chose de qualitatif. Pour moi, le fait d'être expert dans le domaine, le fait d'être monoproduit, de proposer un seul concept, c'est clairement le fait, ça rime avec qualité et ça rime clairement avec spécialisation. Et donc oui, si je vais dans un bar où on m'offre toutes des boulettes différentes, mais voilà, des boulettes, clairement, je m'attends à ce que ce soit des meilleures boulettes que dans une brasserie X où il y a des boulettes sauce tomate sur la carte parmi 45 autres plats. Ce que les gens qui critiquent le Michelin et ce que le Michelin a fait pendant des années à la cuisine, donc dont je fais partie, c'est-à-dire d'avoir dit à des chefs ce qu'on considère comme le niveau ultime de la cuisine, c'est de savoir cuisiner tout le temps la même chose et d'atteindre la perfection. Le Michelin aime les grands restaurants qui ne changent pas leur carte, ou très peu. Bon, là maintenant, il faut faire un peu de saison parce que c'est à la mode, mais en gros, le Michelin a toujours entériné le type qui sait faire 8 trucs et qui le fait parfaitement tout le temps, constamment, etc. Dans le fond, le concept, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça fait le même mal, c'est-à-dire ça dit, je ne vais pas inventer, je vais faire un truc que tu connais déjà, qui va pas te déranger, qui te rappelle la cuisine de ta grand-mère, et je vais simplement vendre un truc, ouais, mais chez moi, c'est le mieux. Alors, c'est le mieux, soit c'est le meilleur, le plus juicy, soit c'est le plus cool parce que tout le monde vient chez moi, soit c'est celui qui a eu le plus de likes sur Instagram, peu importe. Dans le fond, c'est pas vraiment ce que je suis en train de faire qui est important, c'est la perception que tu vas avoir que c'est le place to be et c'est bien. Donc oui, ça uniforme affreusement, parce qu'encore une fois, ça détourne le regard de ce qui était l'essentiel, ce qui est l'essentiel d'un restaurant, c'est-à-dire la bouffe. En parlant de boulettes, ça me fait penser à Wim Balieu, le chef et entrepreneur flamand derrière le concept de Balls and Glory. Il fait partie de ceux qui font tout pour redorer le blason du monoproduit. Lui, son truc, c'est la boulette de viande de porc, totalement artisanale et façonnée à la main, avec laquelle il veut conquérir toute la Belgique. Mission accomplie, on dirait, puisque dans sa chaîne, on compte aujourd'hui 3 enseignes flamandes et 2 bruxelloises. Mais si au début de l'aventure, la majorité de la viande provenait de la ferme de ses grands-parents, à un moment, succès fulgurant oblige, il a dû se résoudre à travailler avec d'autres fournisseurs. C'est un peu la rançon de la gloire, j'imagine. Mais pas vraiment, d'après lui. Ces autres producteurs, c'était majoritairement des éleveurs de confiance à la base. Puis dès que les bénéfices lui ont permis, il a ouvert lui-même une autre ferme où il prend bien soin que les animaux et leur viande soient ce qu'il y a de meilleur dans le cochon. En fait, au lieu de faire des économies d'échelle, il a appliqué le drôle de principe de la qualité d'échelle. Ça veut dire que sans ces 5 restaurants, il n'aurait jamais pu lancer une nouvelle ferme durable. Puis il y a ceux qui ne comptent pas forcément grandir et qui se retrouvent quand même avec un concept collé à la vitrine. Prends la Fruitière à Bruxelles, par exemple. Une boutique que la presse a immédiatement appelée un bar à fromage. Pourtant, c'est une fromagerie, quoi. Avec un espace de dégustation, certes. Je me souviens que ça avait bien agité les estomacs et les esprits du petit monde gastronomique bruxellois. Flashback à l'été 2017 donc, où Véronique Saucier, première fromagère de Belgique, est à 2 doigts d'ouvrir son établissement dédié au frometon avec son fils Léo. Au même moment, le guide gastronomique Gotemio publie un article pour annoncer l'arrivée imminente du premier bar à fromage de Belgique. Et paf, ça fait des chocs à pic, ou du moins des articles. La presse food belge s'emballe et les premiers gourmands poussent la porte de la fromagerie hybride pour découvrir que ce n'est pas tout à fait le bar auquel ils s'attendaient. Alors ça, c'est un truc qui nous arrive régulièrement. « Bonjour madame, c'est quoi votre concept ?» Qu'est-ce que ça veut dire un concept ? Qu'est-ce que c'est le conceptuel ? Si effectivement on considère que le concept, c'est de donner une image un petit peu plus moderne du commerce, alors oui, ok, j'ai créé un concept ici à Bruxelles. J'ai pas créé l'idée, j'ai créé cet établissement La Fruitière. C'est les clients qui sont plus friands de concept. On n'a jamais pensé à un concept. Vraiment, ça a été pensé comme un plus au magasin parce qu'on avait envie de développer ce côté convivialité, quoi. Et vraiment ce côté bar. Voilà, on revient à ça. Pour moi, c'était pas un succès, justement. C'était une grosse frustration. C'est-à-dire que les gens venaient chez nous pour le bar à fromage. Donc si on parle de succès économique, ça, je pense que ça a beaucoup joué et ça nous a aidé à lancer l'affaire, ce qui n'est pas négligeable. Mais dans notre idée et dans mon cœur, dans ce que je voulais vraiment proposer ici à Bruxelles, c'était trop.
Je voulais pas devenir l'égérie gastronomique un petit peu. C'était ça. C'était justement ce que je voulais pas. Je ne suis pas du monde de la gastronomie. Je ne suis pas restauratrice. J'aime faire la cuisine, mais je ne veux pas en faire ici à la Fruitière. Et voilà. Mais par contre, d'un point de vue économique, ouais, il n'y a pas à tergiverser. C'est ça qui nous a permis de tenir les premiers mois. Bon, bah c'est une histoire qui se finit bien, ça, non ? Et puis finalement, si c'est ce que les clients veulent, faut dire ce qui est. Si des établissements aussi conceptualisés continuent de fleurir sur le trottoir, c'est qu'il y a assez de gens pour aller y manger. Mais alors, est-ce que les vrais concepteurs, ce seraient pas les consommateurs au final ? Si pour moi c'est un remake de l'histoire de Le Fou de la Poule, pour Audrey Thiriard qui s'est spécialisée dans la communication pour la gastronomie, c'est plutôt une histoire d'offre et de demande. À la base, le marketing, on dit toujours que c'est créer le besoin. Mais ici, dans le food, tu dois répondre à la demande avant tout. Tu dois t'intéresser à ta communauté, tu dois faire participer ta communauté, tu dois savoir ce qu'ils veulent et c'est comme ça que ça va le mieux fonctionner. Donc, qui est à l'origine de ce concept à la base, de tout ce qui est bar A ou de ces restos monoproduits, je pense que c'est clairement le consommateur. Ce qu'il retrouve dans le bar A, moi, je reste encore persuadée, tout tourne autour de ça aujourd'hui, mais c'est ce mot expérience. Enfin, déjà, à la base, est-ce que tu vas aller chez ton caviste avec 3-4 potes, t'asseoir autour du tonneau et goûter et commencer à boire des verres et puis même peut-être dégénérer, prendre l'apéro et ça? Non. Dans ton bar à vin, tu vas clairement. Dans ton bar à vin, c'est déjà, tu vas dans une... En fait, c'est deux concepts différents. Enfin, tu vas quand même dans une démarche différente, tu vas dans une idée différente. L'expérience, ça c'est un clou sur lequel les marketeurs adorent taper. Et ils ont en partie raison parce que se différencier en offrant un moment différent, justement, c'est devenu un paramètre important du secteur HoReCa quand on veut voir des clients régulièrement. Et finalement, susciter la curiosité et la sympathie, c'est une bonne manière d'accumuler des points. La stratégie fonctionne donc. C'est pas étonnant du coup que pas mal de nouvelles chaînes de restaurants misent tous sur une stratégie marketing à base de familiarité, de tape sur l'épaule et de « je t'appelle par ton prénom parce que c'est cool ». La communication du resto est simplifiée pour donner à la fois l'impression qu'il est plus accessible, plus proche et donc spécial. Un peu comme un très bon copain qu'on a forcément envie de revoir, quoi. Et pourtant, sur le terrain, ça donne pas toujours le résultat espéré et parfois c'est même franchement agaçant. Ça me fait penser à un article de la journaliste Daphné Leportois dans Slate. Elle explique que ce ton de copinage, ça fait penser à une relation d'amitié plutôt qu'à une relation commerciale. Pourtant, on n'est pas idiot, on sait que c'est du marketing et c'est un petit peu, comme tu dis, agaçant d'être pris pour le dindon de la farce. D'accord, mais qu'est-ce qu'on veut alors ? C'est nous qui les remplissons, ces enseignes à concept au fond. On dirait qu'on veut le beurre, pas payer trop cher le beurre et surtout pas avoir affaire à la crémière. Tu sais quoi ? Je crois qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais restaurant, il n'y a que de la bonne ou de la mauvaise bouffe. Et si ces concepts en série correspondent à notre envie du moment et à notre portefeuille, allons-y, mettons-nous dans la file. Le tout, c'est de savoir où on va et pourquoi on y va. Ouais, d'ailleurs, ça nous dit toujours pas où on va manger tout ça. Vous venez d'écouter Salade Tout, le podcast belge et vorace qui vous fait faire le tour de votre assiette. Si vous avez aimé ce que vous avez goûté, n'hésitez pas à noter, liker et partager cet épisode, et puis tous les autres aussi. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux à Salade Tout Podcast et parlez-nous du bar à concept qui manque vraiment à votre vie. Ce podcast est une coproduction de la RTBF et du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il a été cuisiné par Elisabeth Debourse et Axel Mine. Avec nous dans la brigade, Simon Lens au son et Paul Maric au générique.